Le gars qui n'arrête pas de s'entraîner depuis 10 ans et qui n'est qu'une boule de nerfs face aux prodiges, il est plutôt sympathique pour ceux qui le détestent. Mais lorsqu'il surmonte sa peur, et guidé par son entraîneur, feint la faiblesse pour les tromper, il finit par tous les surprendre. C'est ainsi que nous commençons ce contexte avec cet entraîneur inconnu, à l'apparence de sans-abri, qui, un jour, a décidé de transformer une petite équipe d'amateurs en une équipe digne de professionnels d'Angleterre dans le football. C'est pourquoi ce dirigeant appelé Goto, qui a vu sa mentalité, veut le recruter pour qu'il sauve son équipe, Estopio United. Là-bas, même les enfants savent à quel point le club est en ruine, perdant des supporters à chaque défaite. Ce que nous ne savions pas, c'est qu'il est le fils du président de ce club, qu'il avait déjà quitté il y a de nombreuses années. Son regard reflète sa confiance et ses capacités. Ceux qui le connaissent déjà sont émus rien qu'en entendant son nom. Et dans cette équipe si faible, il a été un joueur de la vieille école qui l'a mené à la gloire pendant quelques saisons. Mais en délaissant le football français pour l'étranger, le club s'est retrouvé sans cap et les supporters le jugent responsable de la situation présente. Ils n'aiment pas ce joueur et ne font confiance qu'à Murakoshi, celui qui est resté pour sauver l'équipe. Quoi qu'il fasse, il sera critiqué, alors il souhaite l'être encore plus. Il fait commencer les joueurs par une course de vitesse en binôme, et une fois les résultats obtenus, il prend les joueurs les plus rapides pour l'équipe titulaire, qui ne sont autres que ceux qui sont sur le banc et qui sont très jeunes, laissant tous les joueurs expérimentés de côté. Ce type veut juste voir le monde brûler, et pour prouver qu'il a raison, il organise un match entre les titulaires et les remplaçants. Pendant ce temps, l'adjoint de l'entraîneur s'arrache les 4 derniers cheveux qui lui restent. Tatsumi indique aux débutants qu'ici commence leur chemin pour abattre des géants en leur montrant simplement le plan le plus arrogant. En commençant un match où aucun des jeunes n'utilise sa vitesse pour prendre l'avantage. Ils défendent férocement, mettant en avant le jeune Suaki. Cependant, on dirait qu'ils ont peur d'attaquer, ils passent le ballon dès qu'ils le peuvent, du moins jusqu'à ce que Murakoshi s'en rende compte et ressente la respiration de ses coéquipiers. Ils ont joué avec leur endurance et lorsque ce capitaine leur demande de baisser l'intensité. Tatsumi donne l'ordre de commencer un jeu agressif à un moment où Murakoshi n'a même plus la mobilité nécessaire pour diriger son équipe. Ils sont épuisés d'avoir couru après le ballon, l'adversaire se rend compte que l'entraîneur vient de les soumettre complètement. Frustré après des années d'efforts pour l'équipe, il se retire et on retire même le brassard de capitaine à Murakoshi. Tatsumi lui avoue alors avoir été le psychologue de la famille pendant longtemps, poussant les autres à le confronter. La motivation, c'est la clé du succès de l'équipe. Et elle doit lui laisser ça et se consacrer à ce qu'elle fait de mieux, bien jouer, et pour cela, elle doit trouver son propre football. Ce type est étrange de te donner un conseil comme ça, non? Le lendemain, il les laisse s'entraîner librement pendant que Tatsumi s'absente pour prendre un café à cause du froid. Cela crée une situation où ceux qui veulent jouer les chefs, comme ce chauve, se disputent avec les autres. Et pour les chauffer encore plus, Tatsumi les laisse tous jouer avec un seul ballon, obligeant les nouveaux à montrer un peu de caractère. Mais la tension monte beaucoup jusqu'à l'arrivée de Prince, le paresseux de l'équipe. Cependant, un type millionnaire, avec une personnalité extravertie et remarquable, attire l'attention de tout le monde et il s'avère intéressant pour Tatsumi. Alors, à l'approche d'un match amical contre une équipe championne de Tokyo, il le nomme capitaine. Et c'est curieux, parce que ce type fait des passes de folie. Alors il prend les débutants qu'il veut et les fait courir à sa convenance. Il analyse leur vitesse, contrôle et tout le reste. Quand il peut tirer lui-même, il le fait sans pitié. C'est ainsi qu'arrive le jour d'affronter le champion Tokyo Victory, où il est clair que le public est bien supérieur à celui des Toho. Mais ce sont les matchs que Tatsumi aime, quand il ne peut pas gagner, et encore plus quand ses propres joueurs remettent en question ses décisions. Pendant ce temps, l'adversaire se moque des nombreux changements dans l'équipe et du nouveau capitaine efféminé qu'il juge ridicule. Prince sait ce qu'il fait, et même si toutes les passes lui arrivent, il avance. Malgré un adversaire comme Moshida, un défenseur redoutable qui exerce une grande pression. Cependant, Baki analyse la position de son attaquant et tente une talonnade de l'arrière, mais sa frappe n'aboutit pas en but. Mais il les laisse à moitié effrayés, transformant l'expression de Moshida en une vraie gravité. Et c'est que Tsubaki est le joueur que personne ne remarque, mais il s'entraîne tous les soirs, c'est pourquoi Tatsumi le prend en compte, même si ses nerfs le limitent autant. C'est un professionnel, mais il a besoin de l'impulsion de son entraîneur, qui le transforme en un attaquant capable de dribbler tout le monde en avançant. Évidemment, tout le monde va attaquer, mais ce n'est pas parce qu'il est aussi bon qu'il sera forcément le buteur. Une feinte que l'adversaire gobe complètement, puisqu'il suffit d'une passe pour que Prince marque ce superbe but. Cette situation était inattendue, surtout pour l'entraîneur adverse. Moshida est prêt à changer de stratégie. En fait, après seulement 2 minutes, il provoque une faute assez controversée qui compromet ce qui a été accompli, avec un tir qui finit en but.
Et c'est là le problème, car l'équipe a un esprit de défaite qui les décourage rapidement, puisqu'ils y sont habitués. C'est là que Tatsumi intervient pour les motiver. Avant de ressentir la peur, ils doivent l'inspirer. C'est le seul moment où le chauve sert à quelque chose avec ses cris, aidant l'équipe à devenir plus offensive. On ressent l'intensité des équipes. Cependant, il ne reste à Tatsumi que ces derniers changements et il décide déjà de laisser l'équipe s'en charger, Baki étant le plus actif. Mais à cause de cela, en dégageant un ballon, il entre en collision avec le gardien, ce qui mène à un but à 5 minutes de la fin. C'est ici que Murakoshi entre en jeu, ayant compris que pour motiver, il faut agir. Après avoir été invisible pendant une grande partie du match, il prend le ballon depuis l'arrière, avance avec 2 feintes et frappe puissamment. Il permet à tous les efforts de l'équipe d'être célébrés avec un match nul contre une équipe comme celle-ci. C'est pourquoi Tipazo regagne son brassard de capitaine pendant qu'il célèbre un peu et attend les prochains matchs, qui seront plus difficiles. C'est pour cela que Tatsumi décide de mettre la pression lors de la conférence des 16 présidents. Contrairement aux autres, il prononce un discours égocentrique, même s'ils peuvent être en bas du classement. Mais pour cette raison même, l'humiliation sera grande quand ils viendront à bout de chaque géant affronté. Tous le regardent de travers, sauf ce vieux avec qui il discute de football tout l'après-midi. Et on voit bien que les deux sont des génies, sans savoir que le type est l'entraîneur actuel de l'équipe nationale du Japon. Cependant, il ne reste plus beaucoup de temps, car l'ouverture de la Ligue approche et il joue dans un stade plein. Malgré l'intérêt de la journaliste pour Tatsumi et son équipe, le match s'annonce difficile face à un entraîneur aussi calculateur. Et même si au début Eitu parvient à maintenir un très bon niveau, même avec quelques tirs, tout change lorsque l'adversaire commence à contrôler le match et ce qui semblait être un centre ordinaire devient un superbe but sorti de nulle part. Se sentant dépassés, les supporters voient, frustrés, leur équipe encaisser but sur but dans les minutes suivantes. Tout le monde perd la foi. La journaliste, touchée par les propos de Tatsumi en conférence de presse, est déçue en réalisant que ce n'étaient que des mots creux. Assaillis de questions, il leur fait comprendre qu'ils peuvent plus faire confiance. Cependant, rassagnés, ils perdent à nouveau le match suivant sans même marquer un but. Pendant ce temps, des joueurs comme le Chauve en profitent pour blâmer les autres, surtout Suwaki qui n'est pas au meilleur de sa forme. En vérité, c'est indéniable, leur jeu n'est pas bon. Goto le sait, et c'est là que le protagoniste lui demande combien de matchs il peut perdre avant d'être renvoyé. Le prochain match se jouera sans le Chauve, qui sera sur le banc. Pour avoir désobéi aux entraînements étranges de Tatsumi, gagner devient encore plus difficile, ils parviennent à marquer un but, mais finissent par perdre, la situation ne fait qu'empirer. Pour couronner le tout, Tatsumi organise un autre match pour choisir de nouveaux titulaires, malgré l'inefficacité de cette méthode lors du match précédent. Le Chauve n'en peut plus et quitte le club, suivi par son ami. Ce type est un peu plus raisonnable, lui disant que quelque chose ne va pas. Il décide donc de regarder le prochain match depuis les tribunes. Et même si Eitu ne se distingue pas vraiment avec son Baki un peu déconnecté, Tatsumi laisse chaque joueur trouver son propre style de football. Ce duo n'a pas su évoluer, tandis que les autres avancent, ils gardent une mentalité de perdant. Quand ils ont encaissé ce premier but de la Ligue, ils ont avoué qu'ils avaient eu complètement peur d'aller de l'avant. Malgré les efforts de Dori, le gardien, les défenseurs inexpérimentés du match finissent encore une fois vaincus. Ils savent qu'ils doivent revenir et laisser ces peurs derrière eux. Ça les va. L'entraîneur remarque cette attitude et les aligne pour le prochain match, notant l'amélioration de leur aura. L'équipe commence progressivement à se consolider. Malgré une nouvelle défaite, les dirigeants s'apprêtent à licencier Tatsumi et les supporters veulent le corriger. Et même si Murakoshi veut s'en charger, il est conscient qu'il doit aussi assumer la haine. Heureusement, Goto s'interpose et calme les choses. Cependant, des joueurs comme Suwaki se sentent coupables de ne pas avoir marqué. Cependant, Murakoshi lui dit que si Tatsumi les laisse jouer, c'est parce qu'il a confiance qu'ils trouveront leur football. Et en fait, il passe toutes ses nuits à étudier les adversaires tant qu'il affronte. Nous passons donc au lendemain, où la journaliste continue de placer sa confiance et de se ridiculiser en écrivant des articles en faveur d'Eitu. Elle prend des risques pour Tatsumi, qui pourrait être sur le point de jouer le match qui enterrera complètement sa carrière contre Nagoya. Avec un entraîneur qui a échoué avec Eitu, avec les garçons, mais qui maintenant réussit avec cette nouvelle équipe et prend de l'assurance. Il a vraiment l'ego surdimensionné, d'autant plus qu'il a des joueurs achetés dont il n'est pas très difficile de deviner la nationalité. Cependant, Tatsumi a une aura différente et les gens le savent. Alors il commence ce match au rythme des Brésiliens qui ne font que murmurer à quel point leurs adversaires doivent être désespérés de gagner. Et en effet, quand les trois touchent le ballon, cela devient déjà un danger pour les protagonistes. Mais ils le savent déjà, et c'est précisément pour cela qu'il faut garder son calme maintenant. Et même si les Brésiliens éblouis par leurs mouvements, ils se rendent compte qu'il n'est pas facile d'avancer vers le but adverse. Et c'est que les défenseurs de Dodos sont déterminés à arrêter tout ce qui s'approche d'eux.
En plus, Dory est une bête réussissant à empêcher les buts d'entrée, mais aussi sans la possibilité d'attaquer. Et cela ne les mènera à aucune victoire, comme l'indique la journaliste, car à la moindre inattention, ils vont encaisser un but. C'est pourquoi, lors d'une faute, l'entraîneur adverse en profite pour passer à un jeu avec les latéraux. Puisqu'il est déterminé à prouver qu'il peut humilier l'équipe qui l'a licencié. Car, comme je l'ai dit, on ne l'a pas laissé acheter ses joueurs étrangers. C'est précisément pourquoi le président de D2 veut que Tatsumi le surprenne. Cependant, avec la nouvelle stratégie, des joueurs comme Pepe échappent au marquage. Et il est sur le point de tirer l'un de ces tirs qu'il ne rate jamais. Mais il semble que Tsubaki God soit là pour l'arrêter avec n'importe quelle partie de son corps. Il le fait à plusieurs reprises, tandis que l'équipe décide qu'elle doit aussi tout donner, mais uniquement en défense. C'est déjà étrange pour la journaliste, qui sait que Tatsumi a un plan, car sinon ils vont bientôt encaisser un but, peu importe les efforts qu'ils font. Ainsi se termine la première mi-temps. Tsubaki reçoit le respect des Brésiliens pour s'être littéralement cassé le cou pour l'équipe, même si le jeune homme ne les comprend pas. Le problème sur Silence, c'est qu'à part quelques indications, Tatsumi leur demande seulement de continuer à jouer de la même façon en seconde mi-temps, malgré tous les dangers de but qu'ils ont subis. Pendant ce temps, Nagoya a l'impression de contrôler le match et devient un peu trop confiant pour la seconde mi-temps. Cependant, malgré la même stratégie, Eto'o lit mieux ses adversaires, et bien que subissant beaucoup de pression, ils répondent. Alors, l'attaquant de Nagoya, un japonais agressif, prend le ballon et trouve l'espace pour tirer. Si ce n'était pas pour le tacle monumental de Tsubaki, qui commence à susciter quelques cris d'excitation dans les tribunes. Son aura est palpable dans le match. Même sans regarder le sol, il connaît la position de chaque joueur. Le stress en est la cause. Les Brésiliens le remarquent, mais autre chose les empêche de jouer normalement. Et c'est là que l'un d'eux remarque que ni lui ni Pepe n'ont les marquages de l'adversaire. L'objectif des tout est Carlos, un joueur qui ne se distingue pas particulièrement, mais qui est le meneur de jeu. Et il n'a pas pu dépasser la moitié du terrain. Donc ils doivent bouger, ils changent la formation, et avec l'action suivante, il est clair que c'était ça le problème. Ils peuvent en faire un 1-2 de passe qui leur permet de dépasser les protagonistes, et avec une feinte finement calculée, ils trouvent l'espace pour tirer. Mais c'est la seule indication que Tatsumi leur a donnée en seconde mi-temps. Que lorsqu'ils se rendraient compte de leur erreur, ils monteraient tous. Et s'ils parviennent à éviter ce tir, ils auront l'occasion parfaite et unique du match pour attaquer. Les Brésiliens prennent peur parce qu'en étant tous montés, le ballon arrive jusqu'à Prince qui a la défense sur lui, mais il ne va pas laisser passer l'occasion. Et lorsque le rebond arrive, Baki surgit de l'arrière pour écraser ce ballon. Tout le monde reste figé pendant qu'il bouleverse tout ce qu'on attendait du match. L'absence de Carlos en défense changeait la donne. La journaliste réussit-elle à marquer avec cette stratégie? Le match devient donc désormais désespérant pour Nagoya. Même si les Brésiliens gardent leur calme et voient que l'agressivité de Tagaki peut être un bon atout pour marquer. Alors toutes leurs passes commencent à être destinées aux Japonais, et qui moins réfléchi, saisit le ballon et tire dès qu'il en a l'occasion, car c'est sa vraie force. C'est exactement ce que son entraîneur attendait. Mais le temps passe, il doit donc améliorer sa précision. Ou perdront-ils leur invincibilité en Liga? Et même si Eto'o défend parfaitement, il commence déjà à tirer plus souvent au but que d'habitude. La pression s'accentue, le ballon reste dans la zone d'Eto'o. Même si Dory domine, le but n'a jamais été aussi proche. Si ce n'était pas parce que Tsubaki démarre avec le ballon et qu'en avançant, il comprend tout ce que Tatsumi lui disait. Quand on perd la peur, on est conscient de chaque adversaire, pendant que sa tête lui donne des idées sur où il doit se déplacer pour faire la passe, voire même tenter quelques dribbles. Tout cela pratiquement au ralenti. Il est dans la zone et quand il y entre, il est inarrêtable, il dribble Carlos comme s'il était un amateur, il avance entre les lignes et même si un dernier défenseur l'arrête. C'est une action tellement bonne qu'elle ouvre un énorme espace à Prince qui, après le rebond, tire cette frappe impossible à arrêter, scellant définitivement le match. Pendant ce temps, les minutes suivantes ne sont que pur désespoir et l'entraîneur est sidéré. L'émotion est palpable chez chaque supporter. L'équipe sous-estimée a battu le favori. Les journalistes focalisés sur Nagoya n'ont pas immortalisé le vrai gagnant. Alors que Tatsumi domine son adversaire, celui-ci est décontenancé. Et même si Tatsumi se moque un peu dans sa tête, il sait qu'ils n'ont pas gagné de beaucoup. Ils doivent persévérer dans leur progression car la difficulté va s'accroître désormais. Pendant que les Brésiliens semblent offensés, en réalité ils respectent le bon football et essaient d'échanger leur maillot avec le meilleur joueur du match. Un gars qui est un génie sur le terrain. Mais que ce soit avec une femme ou lors d'une simple interview, il devient une boule de nerfs. Un joueur comme ça, avec cette humilité, c'est exactement ce dont les supporters ont besoin et qui finit par devenir leur figure emblématique à chaque match.
De plus en plus, les gens ressentent la passion pour leurs joueurs, et même les anciens supporters veulent revenir à cette époque dorée. Il ne reste plus qu'à célébrer ce moment, tandis que Tsubaki sait que maintenant l'équipe est sur la bonne voie. L'état d'esprit est là et ils sont certes inférieurs, mais c'est ce qui rendra chaque match d'autant plus passionnant. En ayant l'occasion de faire tomber des géants, surtout avec le prochain match qui s'annonce très difficile. Jusqu'ici, cette première partie d'anime sous-estimé t'offre de la qualité, il te fait vibrer et t'amuse. L'animation est réussie et l'histoire captivante, comme il se doit. Des animes comme celui-ci sont des perles à voir si tu es lassé des mêmes choses. Si nous atteignons 3000 likes sur cette vidéo, j'apporterai instantanément sa deuxième saison pour qu'on en profite ensemble. C'est tout pour moi, j'espère que vous avez autant aimé cette vidéo que j'ai aimé la faire. Et qu'on a encore adressé à Théna dit mon papa. Un protagoniste, évidemment, aura l'histoire la plus épique lorsqu'il commence en étant tout en bas de la société. Comme un humble esclave qui est obligé d'affronter ses propres compagnons dans des batailles sanglantes. Lesquels sont tellement entraînés qu'ils se battent même pour la maigre nourriture qu'ils reçoivent. Rocco étant un type assez fort, c'est le seul qui parvient à maintenir l'ordre, ce que notre protagoniste, Cestus, admire et il le considère comme un ami. Du moins jusqu'à ce qu'il soit obligé de se battre lors de la sélection des plus forts, Rocco étant le favori non seulement pour son physique, mais aussi pour son attitude. Pendant ce temps, le protagoniste, mince et faible, n'est que critiqué. Cependant, il a un maître derrière lui nommé Zafar, qui semble avoir confiance en lui. Et pourquoi ? Simplement grâce à une vitesse de réaction qu'il démontre rapidement dans l'arène. Et même si son esprit l'empêche de blesser un ami, il est obligé de le faire, prouvant que pour avoir 15 ans, c'est un diamant brut. Cependant, dans la glorieuse Rome, il n'y a pas de perdant et le gentil Rocco finit par être tué dans ses bras. C'est ainsi qu'il est au marqué comme l'un des esclaves choisis par le grand Valente. Et avec quelques autres compagnons, on leur promet la liberté après avoir remporté 100 batailles. Le maître l'entraîne, lui apprenant à donner des coups efficaces et puissants avec un esprit froid. Mais surtout, comme il est si petit et qu'il ne peut pas mettre knock-out d'un seul coup, il doit devenir le plus rapide. Et même si le vieux semble bien marqué par la vie, ses enseignements sont très sages, même si certains s'en moquent. Le fait est que Cestus et les autres sont emmenés au grand Colisée romain, où a lieu le couronnement du plus jeune César jusqu'à présent, le grand Néron. Avec de nombreux combats en tout genre, Cestus rencontre même un blond qui semble assez aimable, lequel lui indique le chemin et lui souhaite bonne chance pour les combats. Car beaucoup de ses rivaux seront même des adultes impitoyables qui finissent par massacrer les nouveaux esclaves. Cependant, même si le protagoniste monte avec peur et avec un rival qui est littéralement une bête, c'est quelque chose que même Néron, depuis ses gradins, admettra que ce sera un massacre. Cependant, le rival est si lent et gigantesque que Cestus profite de sa vitesse pour lui donner un coup sur la tête, ce qui l'endort et lui permet de savourer un peu de gloire. Du moins jusqu'à ce qu'il manque de perdre la vie en défendant son rival, qui devait mourir comme nous l'avons vu auparavant. Néron, finalement impressionné par la force de l'enfant qui a attiré son attention, le sauve et l'invite dans sa salle « Very Important Person », et son maître, que sa mère se rappelle comme une vieille légende qui a même combattu contre le garde royal Dimétrio, lequel a lui aussi son fils comme élève. Et ce n'est autre que le blond d'avant, appelé Rouska, une bête au combat avec une brutalité digne de son père. Il sera un exemple du niveau auquel le prota devra faire face. Les deux sont emmenés au palais pour accompagner Néron. Cependant, l'enfant se distrait tellement de ses tâches que cela met sa mère en colère, au point qu'elle fait combattre les deux guerriers à mort. Cependant, Rouska sait qu'il est bien plus fort que le prota, et pour ne pas le tuer sur place, il finit par l'assommer avec une clé de bras. De plus, Néron, mécontent de sa mère, lui désobéit, apaisant temporairement la situation. Même le César reste un moment avec l'esclave Cestus. Pendant ce temps, Rouska se fait réprimander par son père qui voulait qu'il casse au moins les jambes de son rival, pas qu'il soit gentil. Cependant, le prota ne s'en sort pas mieux, car pendant un certain temps, il subit de nombreux abus avec Néron. Et en étant vendu à différents propriétaires, il a été victime des pires humiliations. Finalement, il tombe sur un gros homme qui l'emmène, lui et son maître, jusqu'à la Grande Pompéi, où il est vendu à un candidat aux élections. Cet endroit organise son propre tournoi de combat, avec comme organisateur ce type appelé Nazca, qui leur montre leur zone d'entraînement avec quelques compagnons plutôt compliqués, comme Endem, un gars antipathique qui se dispute avec tout le monde, mais rien qu'en voyant sa façon de s'entraîner et sa force brute, on comprend qu'il est très fort. De plus, ce style de combat posera des problèmes à Cestus. Il faut donc s'entraîner pour l'instant. Cependant, la nuit, le fouineur Chismoso tombe sur Sabina, qu'il prend pour un voleur.
En réalité, c'est la plus belle femme de la ville. Et nous découvrons que c'est l'amour impossible d'Andem, qui malgré sa force est quelqu'un de sympathique, un vrai fan. Malgré les 1000 rejets de la fille et les moqueries de tous, cela ne lui importe pas. La fille n'est pas totalement mauvaise. Et quand il doit aider, il le fait, comme cette citoyenne dont la taverne a été prise par des harceleurs. Sabina emmène l'équipe du protagoniste pour les affronter. C'est Cestus qui se distingue le plus, car à première vue, c'est le plus petit et le plus faible, et même si ses poings ne suffisent pas contre ce géant. Il attire finalement l'attention de la femme, ce qu'il ne fait pas avec Andem. On découvre que ce type est fan d'elle depuis des années. Et elle, la seule chose qu'il a pu lui promettre, c'est que s'il accomplissait un record impossible de 50 victoires consécutives, il lui donnerait la liberté. Et il le ferait pour sa main droite, pour laquelle seules 2 victoires lui manquent encore. Mais cette situation ne concerne que 2. Le protagoniste n'est pas intéressé, il continue simplement son entraînement pour que ses coups soient plus mortels. Même Zafar l'aide à pratiquer un coup qui non seulement assomme, mais tue, quelque chose que le protagoniste n'est pas sûr d'utiliser. Pourtant, Sabina le convoque dans sa chambre, lui offrant de l'accompagner lors de son prochain séjour à Rome. Pas comme esclave, mais comme son garde du corps, à partir de maintenant, le rêve de tout esclave. Mais le protagoniste, qui a déjà vécu avec un chef? Dans ce cas, Néron, qui cherchait un ami, a fini par devenir un abuseur et a dû s'enfuir, décide qu'il obtiendra sa liberté avec ses propres poings. Alors il la frappe. Il rejette l'offre, une première pour cette femme. Elle développe une obsession pour le protagoniste. Mais pour le pire, car elle ordonne à Andem, sa marionnette, d'affronter le protagoniste pour lui faire découvrir le désespoir d'être esclave. Car la bête est jalouse que Sabina, la femme qu'elle respecte le plus, s'intéresse à un nouveau venu. Ce sera donc un combat intéressant, avec un protagoniste qui prend peu à peu l'avantage. Des nerfs d'acier qui lui permettent de s'entraîner et d'améliorer ce coup fatal qu'on lui a appris. Ainsi, la beauté de la ville assiste comme spectatrice jusqu'au grand jour. Le fait est qu'Andem est le favori du public grâce à toute sa carrière. Et en lui présentant un simple enfant comme rival, tout le monde l'accuse que ce sera trop facile. Mais tout devient insignifiant quand le protagoniste devient sérieux. Alors il commence à attaquer avec une vitesse qu'Andem garde sous contrôle, attendant le moment précis pour réagir. Mais le garçon accélère encore. À un moment où le plus fort de Pompéi reçoit un coup direct au visage, ce qui le met au sol pendant un moment. Malgré la folie du public, les dégâts pour Andem sont faibles. Le protagoniste vient d'épuiser sa résistance. Alors il est temps qu'il reçoive aussi sa punition. Même avec des coups dans des zones spécifiques qui seraient aujourd'hui illégales. Cela lui fait perdre l'équilibre, mais surtout cela l'oblige à attaquer, ce dont Andem profite pour porter un coup assez létal à la nuque qui le laisse inconscient. Et même s'il se relève grâce à sa détermination, il perd une partie de sa mémoire à court terme. Il ne ressent que le danger dans lequel il se trouve, tout son corps vibrant de douleur, ce qui lance l'échange de coups, donnant et recevant sans s'arrêter pendant un bon moment où tout le monde reconnaît à quel point ce garçon de 15 ans est fort. Et où une partie des gradins se met de son côté. Même Nazca, qui a eu la même opportunité en tant qu'esclave, a choisi la facilité en s'habituant à une vie confortable. Cestus est désormais la preuve de la détermination qu'il n'a jamais eue, ce qui explique son lien fort avec le public. Pendant ce temps, le protagoniste, sans s'en apercevoir, porte des coups aux côtes d'Andem. Celui-ci tente de masquer la douleur qui l'affaiblit. Mais maintenant, Cestus lit plus facilement ses attaques, ce qui rééquilibre le combat malgré sa perte de résistance. Ou du moins, c'est ce qu'il semblait, car Andem parvient à blesser le protagoniste au front, ce qui est mauvais pour la vision d'un de ses yeux. En laissant le temps à la bête de récupérer alors que le protagoniste est aussi épuisé, la seule chose qui lui reste, c'est le souvenir de cette attaque qu'il a entraînée. Il risque donc tout dans la dernière rafale de coups, au cours de laquelle il est gravement blessé. Mais grâce à cela, il obtient l'ouverture qu'il cherchait. Cette fois-ci, il porte un véritable coup mortel à la nuque, avec une précision qui endort directement Andem, même avec la motivation d'une Sabina désespérée. La victoire revient à Cestus, tandis que l'albinos ne reçoit que la haine de ceux qui avaient parié sur lui. Bien sûr, tout cela depuis le confort des gradins, car il ne descendrait pas se battre. Sabina, par bonté envers son fan, ajoute sa voix à celle du protagoniste. Elle calme les gens pendant qu'elle fait ses adieux à Andem pour toujours, ce qui, pour lui, est la pire des punitions. Pendant la convalescence du protagoniste après sa grande bataille, l'attaque à la nuque d'Andem rappelle étrangement celle du héros. Et Zafar finit par découvrir que la même personne qui lui a tout appris a aussi entraîné Andem, et cette personne est connue sous le nom de Démocrite. Un vieil homme maléfique qui aime expérimenter avec différents combattants et techniques, une information précieuse pour Zafar, qui le recherchait.
Malgré tout, Andem porte désormais un fardeau de moins et reconnaît finalement la force du protagoniste. Tout comme le peuple de Pompéi qui a été facilement conquis par son attitude et sa résistance, même si, en réalité, tous les habitants de Pompéi vont mourir dans quelques années. Le protagoniste doit continuer et pendant 1 an d'exploitation avec divers travaux, il améliore sa condition physique et ses techniques. Et un jour, 2 types apparemment normaux apparaissent, mais ils cherchent des guerriers pour combattre lors des événements du Grand Néron. Le propriétaire du protagoniste le force à participer à une sorte de compétition éliminatoire, dans ces mini-colisées où l'espace rend les combats difficiles. Cependant, Cestus n'a pas beaucoup de problèmes contre les premiers adversaires. Il les bat pratiquement à coups de gifles, mais devient de plus en plus brutal, frappant même des combattants au sol. Un tempérament qui lui cause des problèmes, et en discutant avec son maître, il s'avère que malgré son talent, il n'arrive pas à donner forme à sa technique. Et il n'y arrivera pas s'il ne se concentre pas sur la connexion entre ses coups et son esprit. Pendant que nous voyons Félix, un autre esclave très habile qui semble avoir trouvé sa propre façon de prendre plaisir au combat. Contrairement au prota qui devient de plus en plus tendu, du moins jusqu'à son combat sous la pluie, ou en mettant en pratique ce que lui a dit Zafar. Il laisse son esprit se connecter au combat, aiguisant ses sens et permettant à ses combos et attaques normales d'avoir la force de mettre knock-out n'importe quel adversaire. Il retrouve ainsi sa tranquillité et sa bonne entente avec ses amis. Juste à temps pour rencontrer Félix, qui est un gars très sûr de lui et de sa chance. Il ne nie pas que l'attitude et l'aura du protagoniste sont celles d'un guerrier. Il devine qu'ils se retrouveront en finale. Et c'est ce qui se passe. En fait, les deux sont conscients de la technique de l'autre. Mais on voit Cestus beaucoup plus tendu que Félix, qui prend plaisir au combat en lançant ce duel pour voir qui passera les éliminatoires. Et il peut voyager en Sicile pour l'événement principal. Alors Cestus frappe sans arrêt, cependant, tout ce que fait Félix, c'est se défendre au bon moment. Il change sa posture pour en adopter une avec les épaules plus ouvertes, ce qui peut sembler idiot. Mais Zafar reconnaît que dans un espace aussi restreint. Cela fait que beaucoup des coups que Cestus pouvait bloquer auparavant touchent maintenant sans problème. Ce qui devient une punition pour le protagoniste, qui finit par tomber plusieurs fois à cause de coups aussi larges, et à la fin, l'une de ses chevilles se retrouve à nouveau blessée. Félix se vante de sa chance. Et maintenant, avec le combat entre ses mains, Decia attaque beaucoup plus. Malgré les coups reçus, Cestus remarquait que chaque fois que son adversaire attaquait de façon si ouverte, sa poitrine restait exposée. Alors il en profite pour l'envoyer valser pour la première fois de tout le combat. Et même si cela remonte le moral de tout le public et des parieurs, la technique n'a pas été si efficace. La chevanée blessée du protagoniste l'affaiblit et lui fait perdre son équilibre, mais le combat continue malgré tout. Et maintenant que les deux sont à leur apogée, la bataille s'équilibre beaucoup, au point que cela devient un duel d'endurance pour voir qui résistera au dernier coup. Même s'il reste dans des avantages, parce que Félix contrôle mieux l'espace et l'acculant facilement. À plusieurs reprises, il manque de peu d'être assommé, ne lui laissant qu'un bref instant pour riposter de quelques coups de poing. Ce qui semblait inutile, mais à force d'être aussi constant, cela commence à affaiblir Félix. Et avec la résistance brutale dont fait preuve le garçon de 15 ans, le combat finit par durer beaucoup plus longtemps. Maintenant, c'est la cheville de Cestus qui le met sur le point de tomber, et où il ne pourrait plus se relever. Il décide alors de tout risquer dans une ultime attaque, ayant trouvé les failles dans la défense adverse. Il choisit d'utiliser le dernier enseignement de son maître, contrôler la respiration de Félix. Alors il profite d'un instant pour lui couper le souffle et lui donner un coup au menton, si fort que ça l'étourdit. Perdant le contrôle du combat, évidemment, ce n'est pas suffisant pour le vaincre. Alors le héros utilise la technique en se plaçant dans le dos de l'ennemi, avec un point au niveau des reins, même pas dans Mortal Kombat. Une telle technique mortelle serait interdite dans la boxe moderne. Et même si Félix essaye de se relever, maintenant il est littéralement cloué au sol par la douleur, donnant la victoire au protagoniste, qui était lui aussi à bout. Et il ne s'en est pas fallu de beaucoup pour qu'il perde ce combat de titans. Même si les deux ont fini par uriner du sang toute la nuit, et le lendemain, ils échangent le respect en tant que guerriers. Et pendant que Félix voyage pour chercher du travail dans une autre ville, le prota se dirige en bateau vers le village de Sicile, où aura lieu le grand événement, et pour lequel Zafar commence à les guider. Avec la dernière technique de son répertoire, et la plus mortelle, avec laquelle il a même arraché l'œil de Démétrio. Même ainsi, en arrivant sur place, ils sont les moins soutenus car ils sont esclaves, tandis que les autres, littéralement, sont des dieux de toutes les cultures du monde. Le protagoniste, doté de compétences uniques, croise la route de la bienveillante Roxane et de Ruska au cours de son périple. Ce dernier le prévient que ce seront de vrais combats pour lesquels il n'a pas la force mentale nécessaire.
Cependant, il n'a aucune idée de tout ce que le protagoniste a amélioré et de tout ce qu'il a appris. Des techniques qu'il n'oserait pas utiliser lui-même. Alors, même si sa marque d'esclave reste une source d'humiliation pour tous, il prouvera avec ses poings ce que personne d'autre ne pourrait accomplir. Et cela, d'anciens compagnons comme Endem le savent très bien, puisqu'il finit par le retrouver sur place. Parce qu'il veut aussi combattre lors du plus grand événement organisé par Néron, qui réunit les figures les plus imposantes des combats de l'époque. C'est ainsi que se termine la première saison d'un anime plutôt divertissant, avec ses moments épiques, de haute intensité et même de bonne motivation. Je la recommande à ceux qui veulent la regarder pour la première fois. Pas de suite pour l'instant, mais espérons qu'elle arrivera un jour. J'espère que ce résumé vous a plu. Comme l'a dit mon père, je vous laisse.